Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à Clovis, Clovis fils de Childéric, tous les deux parlant latin et francique, comme on l'avait dit. Parce que, rappelons-le, les Francs sont un peuple allié de l'Empire romain, mais vraiment allié. Mais dans le dernier épisode, on avait aussi conclu sur le fait que Clovis allait étendre le territoire du royaume des Francs en Gaule, et pas qu'un peu, comme on va le voir. Ce qui voudrait donc dire apparemment que Clovis et le peuple franc se seraient comme rebellés contre l'Empire romain, son allié, et lui aurait donc fait la guerre en Gaule? Eh ben en fait, non. Clovis et les Francs ont certes conquis des territoires en Gaule, mais ils n'ont pas affronté l'Empire romain, ou du moins pas l'Empire romain officiel. Et pourquoi? Eh bien parce que, rappelons-le, Clovis devient roi des Francs à la mort de son père, Childéric, en 481. Mais 481, c'est après 476. Or, 476, c'est la date officielle de la fin de l'Empire romain d'Occident. Et oui, parce que le 4 septembre 476, les Hérules, un peuple barbare mené par Odoacre, prennent Rome et font abdiquer le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule. Et donc, lorsque Clovis devient roi officiellement en 481, l'Empire romain d'Occident, ça n'est plus que des parcelles éparpillées et sans réelle unité. Sans compter que chaque peuple de chaque parcelle de territoire revendique son indépendance propre. En bref, c'est un bazar pas possible, quoi. Seulement, on s'en souvient, sur le territoire de la Gaule, il y a quand même des peuples germaniques qui se sont installés par Fédius du temps de l'Empire romain. Et eux, ces peuples barbares, ils n'ont pas du tout disparu. Au contraire, ils se sont même bien implantés sur leur terre. Si bien qu'en 481, quand Clovis devient roi donc, eh bien, l'ancien Empire romain, ça n'est plus qu'une mosaïque d'États germaniques. Vous avez le royaume des Visigoths, vous avez celui des Burgondes, il y a celui des Alamans, et puis fun fact, il y a aussi le royaume d'un certain Syagrius entre la Somme et la Loire. Et ce royaume, en fait, c'est un royaume qui avait décidé de faire sécession avant la chute officielle de l'Empire romain. Donc en fait, c'est un pouvoir gallo-romain ex-sécessionniste, si vous voulez. Bon, en tout cas, lorsque Clovis devient roi des Francs-Saliens en 481, la situation, ça ressemble en gros à ça. Donc vous voyez que les Francs-Saliens, qui sont en orange en haut, ils n'ont pas non plus masse de territoire. Et donc là, quand Clovis devient roi, mais il n'a juste aucun problème ni scrupule à aller envahir ces terres de Gaule qui ne sont plus que des restes de l'Empire romain et où l'Empire romain ne fait donc plus autorité. Et là, Clovis, il enchaîne les victoires. Il défait les derniers gallo-romains de Syagrius à Soissons. Il fait décapiter Syagrius au passage. Les Visigoths sont refoulés jusqu'en Espagne. Les Burgondes sont défaits à Ouche. Alors juste faudra attendre en fait 524 et Clodomir pour que les Burgondes soient complètement défaits. Mais bon. Et alors juste un tout petit point d'étymologie, c'est que ce sont eux, les Burgondes justement, qui ont donné leur nom à la Bourgogne. Voilà, la Bourgogne, c'est le pays des Burgondes. Et puis, quatrièmement, Clovis bat les Alamans à la fameuse et peut-être légendaire bataille de Tolbiac. C'est cette bataille d'ailleurs qui a donné son nom à la rue Tolbiac à Paris, mais aussi à la station de métro Tolbiac. Il y a aussi le pont de Tolbiac. Ça, c'est vraiment une bataille très importante dans l'histoire de France, quand bien même elle a des aspects, voire des origines légendaires. Alors je dis légendaire parce qu'on ne sait pas vraiment ni où ni quand exactement elle a eu lieu cette bataille, mais en tout cas, ça serait à ce moment-là, pendant cette bataille, qu'apparemment Clovis aurait pris la décision de se convertir au christianisme. Parce qu'à la bataille de Tolbiac, contre les Alamans donc, alors ça avait super mal commencé pour les Francs, mais vraiment très mal. Et les Francs étaient en train de perdre, et là, Clovis apparemment fait le vœu de se convertir au christianisme si Jésus, que Clotilde prétend fils du Dieu vivant, lui donne la victoire, parce que sa femme Clotilde était chrétienne. Et là, miracle si on veut, le cours de la bataille change parce que le chef des Alamans se prend une hache francique dans la figure et les Francs gagnent. Et c'est donc pour cela, selon Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, au passage Grégoire de Tours n'est pas du tout une source fiable, mais bon. Mais en tout cas, selon ce récit, ce serait là, à ce moment-là, que Clovis aurait pris la décision de se convertir au christianisme. Et ça, c'est absolument capital pour l'histoire de la langue française. Parce que la langue de la chrétienté, la langue de l'Église, et donc la langue de l'autorité religieuse à laquelle se convertit Clovis, cette langue, c'est le latin. Parce que même si l'Empire romain n'existe plus, et donc que le latin de l'Empire romain ne fait apparemment plus autorité légitimement, il y a encore quand même le latin de la chrétienté et de l'Église, qui fait que le latin continue à perdurer au sein du royaume des Francs, à travers
l'autorité religieuse. Alors pour vous montrer quand même, voilà à quoi ressemble le royaume des Francs après les conquêtes de Clovis. C'est en vert sur la carte. C'est quand même assez impressionnant, je trouve. Et les successeurs de Clovis vont pousser encore plus loin. Et le royaume des Francs va devenir l'un des plus grands royaumes d'Europe de l'Ouest, avant de devenir carrément un empire. Et dans ce royaume qui va devenir un empire, le latin est toujours là et il fait autorité. C'est la langue de l'Église. Par exemple, la messe, elle est systématiquement dite en latin jusqu'en 813. 813, c'est la date du concile de Tours, ça on va y revenir là-dessus. Mais en plus de l'Église, dites-vous qu'à l'époque, les lois elles-mêmes sont rédigées en latin pendant super longtemps. Pour vous dire, la première version de la loi des Francs-Saliens, qui s'appelle la loi salique, elle avait été écrite en latin. Bon alors à vrai dire, il y avait une phrase et quelques mots isolés en vieux francique, mais la quasi-totalité du texte, c'est du latin. Et donc le latin, c'est la langue de l'autorité administrative et légale, mais aussi de l'autorité ecclésiastique. Mais le truc, c'est que bien évidemment, à côté de ça, il y a la langue populaire, la langue parlée par le peuple. Et cette langue, elle évolue constamment et énormément au cours des siècles. Et elle n'a que faire de l'écrit, cette langue parlée, tout simplement parce qu'elle ne repose pas sur des supports écrits, contrairement au latin. Et la première raison à cela, c'est que il n'y a vraiment pas grand monde dans la plèbe, entre guillemets, qui sait lire, puisque l'écrit n'est réservé qu'à une élite, l'élite religieuse et l'élite politique. Ça veut donc dire que, en même temps que le royaume franc, puis plus tard l'empire, s'étend pendant toutes ces années, eh bien, la langue parlée évolue au sein même de l'Empire. Et chose assez notable, il n'y a aucune loi qui est faite à l'époque pour tenter d'encadrer la langue parlée par le peuple, la langue populaire, vous voyez. Du coup, mais elle évolue à une vitesse folle, cette langue. Sans compter que vous n'avez bien sûr pas non plus d'ouvrages de référence, comme les dictionnaires par exemple, qui pourraient cataloguer la langue populaire, mais vraiment pas quoi. La langue parlée dans le royaume franc, elle a tout le loisir d'évoluer du coup, et très rapidement. Alors je dis la langue comme s'il n'y en avait qu'une seule, mais en réalité, dans les faits, il y a une quantité de langues, mais ahurissantes, qui apparaissent sur le territoire à cette période. Et c'est assez logique en fait, parce que ce qui se passe, c'est que dans chaque région, il y a une langue qui apparaît et qui se maintient. Ça, c'est d'une richesse prodigieuse d'ailleurs. En tout cas, au fil des ans et des influences, les langues parlées en Gaule se transforment tellement qu'au bout d'un moment, elles ne ressemblent plus ni aux Gaulois ni aux langues germaniques et se différencient complètement du latin populaire. Et ces langues, ce sont ce qu'on appelle les langues romanes, c'est-à-dire en fait l'évolution de la langue romaine, donc en fait du latin populaire repris par les Francs dans toutes les différentes régions de la Gaule. Et il y a vraiment beaucoup de langues romanes, comme on l'a dit, il y en a vraiment beaucoup. Mais le truc, c'est qu'on simplifie parfois en disant qu'il y a deux grandes familles de langues romanes, et c'est totalement vrai. Il y a d'abord les langues d'oc ou d'occitan au sud, et les langues d'oïl au nord. Vous avez aussi l'ère linguistique dite du croissant, qui est une ère de transition, on l'appelle comme ça, parce qu'elle ressemble à un croissant géographiquement. Bon, voilà. C'est Jules Ronjat, d'ailleurs, qui a utilisé pour la première fois cette dénomination, c'est un linguiste français du 19e, Ronjat, bon bref, peu importe. Donc en gros, pour schématiser, vous avez les langues d'oc au sud et les langues d'oïl au nord, et puis entre les deux, vous avez le croissant. Bon voilà. Mais le truc, c'est que parmi les langues d'oïl, par exemple, vous avez une quantité de langues, ou plutôt de parlers régionaux assez dingues, quoi. Pour citer les plus connus, vous avez le gallo, le normand, le wallon ou le lorrain. Ouais, mais j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, tout de même, étant donné qu'il y a une base commune à ces langues, on peut légitimement quand même parler de la langue d'oïl, même si c'est pas hyper unifié, quoi. En tout cas, dites-vous que la langue d'oïl, donc c'est la langue qui est parlée dans le nord de la future France, et c'est elle qui va être à l'origine de notre français actuel. Mais n'oublions pas que nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le titre, c'est la littérature française. Donc c'est l'écrit qui nous intéresse, et pas juste le parler. Alors, qu'en est-il de l'écrit? Eh bien là, le premier texte qu'on a, et c'est pas du tout un petit truc de pacotille, c'est un texte d'une importance capitale dans l'histoire de la langue française. Alors bien sûr, il n'est pas écrit en français moderne, parce qu'il date du 9e siècle, et pour être plus précis, il date de 842. Donc là, le français moderne, il existe juste pas du tout encore. Et ce texte, c'est ce qu'on appelle les Serments
de Strasbourg. Et en gros, c'est une promesse entre deux des trois petits-fils de Charlemagne et leurs soldats respectifs contre leur troisième frère, leur frère aîné, Lothaire. Et il se trouve que justement, une partie de ces serments est écrite en langue romane. Alors c'est pas encore ce qu'on appelle exactement de langue d'Oil, mais bon, peu importe. Ce qui est dingue en tout cas, c'est qu'on ait encore ce texte, c'est prodigieux. D'ailleurs, il y a le médiéviste Philippe Walter à propos de ce texte qui a écrit « Les serments de Strasbourg constituent le plus ancien texte français conservé. Ce n'est évidemment pas de la littérature, mais un document politique de premier ordre pour comprendre l'accession à l'écriture de la langue dite vulgaire. » Alors la langue vulgaire dont Walter parle, c'est la langue parlée par le peuple. Ça veut dire que là, le texte qu'on a, ces serments de Strasbourg, c'est un texte qui met par écrit la langue parlée de l'époque. Ça veut dire que là, exceptionnellement, il y a une espèce d'inversion de la dynamique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du latin qui s'impose, par exemple, et bien là, pour être bien compris de tout le monde et par tout le monde, on écrit dans la langue vulgaire, c'est-à-dire dans la langue du peuple, la langue parlée par le peuple. Et c'est un texte officiel. Donc là, on a vraiment l'ancêtre de la langue française. Bon, encore une fois, on est bien loin du français actuel, comme on l'a dit. Si vous voulez, je peux vous lire un petit passage pour vous montrer. Pro Deo amor et pro Christian Poblo et nostro commun salvament dist di en awent, etc. Pardon pour la prononciation, mais voilà quoi, il y a encore pas mal de chemin avant d'arriver au français qu'on connaît. Hein. Mais quand même, si vous avez étudié le latin, là, on est juste super éloigné du latin, quoi. C'est une langue complètement différente. Et qui d'ailleurs, par certains termes, se rapproche déjà un chouïa du français actuel. En tout cas, ce que vous avez là, ces serments de Strasbourg de 842, c'est comme l'acte de naissance de la langue française à l'écrit. Et on l'a encore. Bon, à vrai dire, on a une copie qui date de l'an 1000, mais quand même, c'est déjà dingue quoi qu'on ait ça. Et donc ce texte, comme on l'a dit, ça montre une vraie reconnaissance et une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience de la langue qu'on parlait à l'époque sur le territoire qui sera plus tard la France. Mais alors, vous vous souvenez, je vous ai dit un tout petit peu avant qu'en 813, il y a eu le fameux concile de Tours et j'ai dit assez brièvement que c'était en gros à ce moment-là la fin de la messe en latin. Alors en fait, c'est moins que ça, mais c'est aussi beaucoup plus. Alors d'un côté, c'est moins que ça parce que le concile de Tours, ce qu'il impose pour les messes, c'est juste l'homélie qui est concernée. Et l'homélie, c'est juste une partie de la messe. C'est le moment où le prêtre explique et commente à l'assemblée un extrait des Saintes Écritures qui a été lu juste avant. Donc le concile de Tours, il réforme absolument pas toute la messe. Hein. Les chants, par exemple, ils sont encore en latin, comme le Kyrie eleison, le Sanctus ou l'Agnus Dei, par exemple. Bon. Mais, et ça c'est énorme, c'est que dans le canon 17, les évêques qui sont rassemblés par Charlemagne, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais en 813, c'est Charlemagne qui est à la tête de l'Empire, et bien ces évêques, ils écrivent que dans les territoires correspondants à la France et à l'Allemagne actuelle, parce que oui, l'Empire de Charlemagne était assez grand, eh bien les homélies ne seraient plus prononcées en latin, mais écoutez bien, et c'est écrit en latin dans le texte, les homélies seront dites en rusticam romanam linguam, donc en langue romane rustique, aut theodiscam, c'est-à-dire ou en langue tudesque. Ça, c'est l'ancêtre de l'allemand. Mais écoutez la suite. Quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur, c'est-à-dire afin que tous puissent plus facilement comprendre ce qui est dit. Et ça, c'est une petite révolution, parce que c'est l'une des plus anciennes preuves quand même qu'à cette époque, eh bien, le latin n'est plus parlé ni compris par le peuple. Mais en plus, et ça c'est fou, c'est que c'est une reconnaissance officielle, là aussi, comme avec les serments de Strasbourg, de la langue du peuple, de la langue parlée par le peuple, et qui porte déjà un nom, ce fameux
rusticam romanam lingua. Mais bon, comme on l'a dit, au-delà de la langue parlée, nous, ce qui nous intéresse, c'est la langue écrite, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de la littérature, encore une fois. Et donc, on va enfin pouvoir clore cette grosse introduction de 4 vidéos, et après le Concile de Tours en 813 et les Sermons de Strasbourg en 842, on va enfin pouvoir passer au premier texte vraiment littéraire majeur à proprement parler, qui a été écrit à peu près vers 880, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors je vous avoue que le fait qu'on ait parlé des messes, ça me donne toujours envie de vous lire un poème qui a beaucoup compté pour moi. Parce qu'en fait, alors moi je ne crois pas, enfin voilà, j'ai pas la foi, mais en revanche j'ai toujours été très curieux de l'expérience de la foi. Qu'est-ce que ça fait de croire? Alors pas forcément au quotidien, vous voyez, mais plutôt quand on est dans l'exercice de la foi, par exemple quand on prie, l'expérience de la foi, quoi, quand on se confie à Dieu, entre guillemets, etc. Parce que je m'imagine que ça doit être quand même quelque chose de quand même très intense et peut-être de très intime aussi. J'ai du mal à le concevoir, mais j'ai toujours été intrigué, j'ai toujours voulu ressentir ça pour l'expérimenter en premier lieu. Et il se trouve que quand j'étais en prépa, parce que bon voilà, j'ai fait une prépa, c'est pas très important, mais en tout cas j'ai eu une prof absolument géniale en deuxième année qui nous a fait découvrir en classe mais un nombre invraisemblable de textes absolument magnifiques et parfois vraiment sublimes. Et un jour, elle nous a passé et elle nous a lu en classe un extrait de Josselin de Lamartine, qui est un long poème. Alors Josselin, c'est quasiment tout un roman en fait, en poésie, en vers, quoi, si vous voulez. Enfin, c'est toute une histoire en tout cas, en vers. Et pour schématiser, en gros, c'est le journal et la confession d'un prêtre, voilà, qui s'appelle Josselin, qui tombe amoureux d'ailleurs à un moment d'une femme, Laurence, dont il croit au début que c'est un homme. Bon, bref. Et à un moment donné, il y a un passage, ce passage-là que je vais vous lire, où Josselin rentre dans une église. Et alors là, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai cru, à un moment donné, enfin, vous voyez, j'ai cru toucher, ou effleurer plutôt ce que c'était que d'expérimenter la foi, quoi. C'est vrai que j'ai trouvé ça tellement sublime, j'étais ému aux larmes ce jour-là, vraiment, j'ai vraiment chialé dans l'amphi, quoi, d'ailleurs, dans mon petit coin, voilà. Et donc je voulais vous lire ce poème, enfin cet extrait de Josselin, voilà. Donc c'est le moment où Josselin entre dans une église et Lamartine écrit ça, donc c'est Josselin qui parle. Eh bien, quand j'ai franchi le seuil du temple sombre, dont la seconde nuit m'ensevelit dans l'ombre, quand je vois s'élever entre la foule et moi ces larges murs, pétris de siècles et de foi, quand j'erre à pas muet dans ce profond asile, solitude de pierre, immuable, immobile, image du séjour par Dieu même habité, où tout est profondeur, mystère, éternité, quand les rayons du soir que l'Occident rappelle éteignent aux vitraux leur dernière étincelle, quand au fond du sanctuaire un feu flottant qui luit scintille comme un œil ouvert sur cette nuit, que la voix du clocher en son doux s'évapore, que le front appuyé contre un pilier sonore, je le sens, tout ému du retentissement, vibrer comme une clé d'un céleste instrument, et que, du fait, au sol, l'immense cathédrale, avec ses murs, ses tours, sa cave sépulcrale, tel qu'un être animé, semble à la voix qui sort, tressaillir et répondre en un commun transport. Et quand, portant mes yeux des pavés à la voûte, je sens que, dans ce vide, une oreille m'écoute, qu'un invisible ami dans la nef répandue m'attire à lui, me parle un langage entendu, se communique à moi dans un silence intime et dans son vaste sein m'enveloppe et m'abîme. Alors, mes deux genoux pliés sur le carreau, ramenant sur mes yeux un pan de mon manteau, comme un homme surpris par l'orage de l'âme, les yeux tout éblouis de 1000 éclairs de flamme, je m'abrite muet dans le sein du Seigneur, et l'écoute et l'entends, voix à voix, cœur à cœur. Voilà, pour moi, c'est l'un des plus beaux poèmes que je connaisse. Enfin, l'un des plus beaux passages de Josselin que je connaisse, et peut-être aussi, en tout cas en ce qui concerne la poésie en religion, ça, je trouve ça vraiment magnifique.